Salut, je m'appelle Thomas, et j'ai vu de mes propres yeux un millionnaire au bord de la crise de nerfs regarder mon petit frère de 10 ans avec un mépris total, alors que le moteur de sa Rolls-Royce de collection venait de rendre l'âme le jour de son mariage. Ce qu'il ne savait pas, c'est que toute sa fierté, toute cette journée parfaite qu'il avait orchestrée à la minute près, reposait entièrement sur le savoir de ce gamin qu'il ignorait. Léo, mon frère, avait les mains sales, des taches de graisse sous les ongles. Mais dans ses yeux, il y avait une clarté que tous les experts en costume n'avaient pas. Il avait vu ce que personne d'autre ne voyait. Vous vous êtes déjà senti invisible, complètement transparent, alors que vous saviez au fond de vous que vous aviez la solution? C'est exactement ce que mon frère a ressenti à ce moment-là, et cette sensation, je ne l'oublierai jamais. Avant que je vous raconte comment Léo a utilisé un simple tournevis pour redémarrer ce monstre de métal et sauver ce mariage, commentez ici pour me dire de quelle ville vous nous regardez et abonnez-vous à la chaîne. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer la tête du millionnaire quand le moteur a enfin rugi. La scène se passait dans la cour d'honneur d'un château magnifique dans la vallée de la Loire, loué pour ce qui devait être le mariage de l'année. Les invités, tous plus élégants les uns que les autres, sirotèrent du champagne, mais l'air était électrique. La tension venait de cette sublime Rolls-Royce Phantom Vite de 1961, silencieuse et immobile comme une statue, alors qu'elle devait emmener la mariée. Le luxe et la perfection affichés partout se fissuraient à cause d'un simple caprice mécanique. Au centre de ce chaos silencieux se tenait le marié, M. Arnaud Lefebvre. C'était un homme qui s'était fait tout seul, habitué à ce que tout fonctionne selon ses plans. Mais là, son masque de contrôle commençait à se craqueler. Son visage était pâle, ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il passait des appels frénétiques. Pour ajouter à l'humiliation, un technicien très cher, spécialement venu d'un centre agréé Rolls-Royce, tournait autour de la voiture depuis plus d'1 heure. Armé d'un ordinateur portable et d'une arrogance palpable, il représentait la modernité, l'expertise certifiée. Pourtant, face à cette vieille mécanique anglaise, sa technologie et ses diplômes ne valaient rien. Il était aussi impuissant que le marié, ce qui ne faisait qu'augmenter la tension et le sentiment d'échec cuisant qui flottait dans l'air. Et puis il y avait Léo, mon petit frère. Pour tous ces gens, il n'était qu'une silhouette en arrière-plan, le petit-fils du gardien du domaine qui venait de prendre sa retraite. Ce qu'ils ignoraient, c'est que notre grand-père n'était pas un simple gardien, c'était un mécanicien de génie, un artiste qui connaissait les voitures de collection britanniques sur le bout des doigts. Léo avait grandi dans son atelier, non pas avec des jouets, mais avec des carburateurs, des clés à pipe et des manuels d'entretien jaunis par le temps. Il avait appris en regardant, en écoutant, en sentant l'huile et le métal. Mais dans ce monde de luxe et de paraître, son talent était invisible. Il n'avait pas de certification, pas de nom. Il n'était que le gamin d'un employé avec de la graisse sous les ongles. Le problème venait de cette Rolls-Royce Phantom C de 1961, un héritage familial d'une valeur inestimable qui avait appartenu au père de M. Lefebvre. Elle avait démarré au quart de tour le matin même. Mais une fois positionnée pour le grand départ, plus rien. Le démarreur tournait faiblement, produisant une sorte de toux mécanique pathétique. Mais le moteur refusait de prendre. Sa défaillance était une catastrophe. Ce n'était pas juste une voiture, c'était le symbole de la continuité d'un héritage, un hommage au père disparu. Après 1 heure de diagnostic et de tests, le technicien a fini par jeter l'éponge. Son verdict est tombé comme un coup près. Panne électrique catastrophique et non identifiable. Il a suggéré de faire remorquer la voiture, ce qui aurait été l'humiliation suprême pour le marié. C'est à ce moment précis, alors que le désespoir était à son comble, que tout a basculé. Monsieur Lefebvre, le visage défait, s'apprêtait à passer l'appel humiliant pour commander une berline moderne de remplacement. L'organisatrice du mariage était au bord des larmes. Léo, qui observait toute la scène à distance, s'est tourné vers moi et a murmuré, si bas que j'ai à peine entendu, « Il ne cherche pas au bon endroit. La panne n'est pas dans le moteur, elle est dans l'habitacle. » Mais dans le silence pesant de la cour, sa petite voix a porté jusqu'aux oreilles du marié. Monsieur Lefebvre s'est retourné brusquement, son regard passant de la panique à l'incrédulité. Son scepticisme était immense, mais sa désespération l'était encore plus. Il a fixé Léo et a lâché d'une voix tendue, « Qu'est-ce que tu en sais, gamin ?» Le silence qui a suivi sa question était lourd, presque aussi palpable que la chaleur de cette journée d'été. Tous les regards se sont tournés vers mon petit frère.
J'ai vu le technicien en costume esquisser un sourire méprisant, un rictus qui disait clairement « On en est là ?» Écouter les divagations d'un gamin. Les invités, curieux, se sont rapprochés, transformant ce drame privé en un spectacle public. Léo, lui, n'a pas scié. Il n'a pas semblé intimidé par le millionnaire, ni par l'audience. Il a simplement levé les yeux vers Monsieur Lefebvre, son regard direct et sérieux, et a répété, plus fermement cette fois. La panne n'est pas dans le compartiment moteur. Le problème vient de l'intérieur, sous le tableau de bord. Il y avait une telle certitude dans sa voix, une assurance si calme, qu'elle a créé une brève fissure dans le scepticisme général. J'ai senti une bouffée de fierté et de colère monter en moi, une envie de crier à tout le monde de l'écouter. Monsieur Lefebvre a hésité. J'ai vu le conflit sur son visage. D'un côté, l'absurdité totale de la situation, la logique qui lui hurlait de ne pas perdre une seconde de plus avec un enfant. De l'autre, le vide. L'expert avait échoué. Ses solutions s'étaient évaporées. Le désespoir est un puissant moteur, parfois plus fort que la raison. Léo, sentant son hésitation, n'a pas insisté. Il a simplement ajouté, d'un ton presque clinique, « Le démarreur essaie, mais quelque chose coupe le contact juste après. C'est un bruit très faible, un clic. Si quelqu'un met le contact, je peux vous montrer. » Il ne demandait pas la permission, il proposait un diagnostic. Il ne se voyait pas comme un enfant, mais comme quelqu'un qui avait une information. Cette distinction était tout pour lui, mais pour les autres, ce n'était qu'un détail insignifiant. Il ne voyait que sa taille, ses mains sales, et non la connaissance qu'il portait. Contre toute attente, et probablement parce qu'il n'avait plus rien à perdre. Monsieur Lefebvre a fait un signe de tête bref à l'un de ses témoins, un homme en costume impeccable qui se tenait près de la portière. « Fais ce qu'il dit », a-t-il lâché, la voix rauque. L'homme a haussé les sourcils, mais a obéi, s'asseyant sur le siège en cuir crème de la Rolls. Pendant ce temps, Léo s'est agenouillé sur le gravier de la cour, à côté de la portière ouverte. Il n'a même pas regardé le moteur. Il a fermé les yeux, la tête penchée vers le plancher de la voiture, comme un médecin écoutant un souffle au cœur. L'homme a tourné la clé. Le gémissement faible du démarreur a de nouveau retenti, suivi d'un silence. « Encore », a murmuré Léo. La clé a tourné une deuxième fois. Et là, dans le silence tendu, j'ai moi-même entendu ce que Léo décrivait. Un minuscule clic, sec, presque inaudible, venant de sous la magnifique boiserie en noyer. Un son anormal, un son qui n'appartenait pas à la symphonie mécanique de la voiture. C'est une perte de temps monumentale, a explosé le technicien, son arrogance reprenant le dessus. Il s'est avancé vers Léo, le visage rouge de frustration. « Monsieur Lefebvre, nous avons affaire à une architecture électrique complexe, des relais, des faisceaux spécifiques à ce modèle. Ce n'est pas en écoutant des clics qu'on va résoudre quoi que ce soit. Cet enfant nous fait perdre un temps précieux. » Il a fait un geste pour écarter Léo, comme on chasse un animal importun. À ce moment-là, j'ai fait un pas, en avant, prêt à intervenir. La condescendance dans sa voix, la manière dont il a voulu poser la main sur mon frère, c'était plus que je ne pouvais supporter. Voir Léo, si concentré et si juste dans son analyse, être traité comme un idiot ignorant par un homme dont l'incompétence venait d'être prouvée, a allumé un feu en moi. C'était l'injustice à son état le plus pur. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, la voix de Monsieur Lefebvre a claqué dans l'air, sèche et autoritaire. Assez. Le mot a suffi à glacer tout le monde sur place. Il ne regardait pas Léo, mais le technicien. « Vous, » a-t-il dit d'un ton sans appel, « vous avez eu votre chance. Vous avez échoué. Maintenant, vous vous taisez et vous le laissez faire. » La surprise a été totale. Ce n'était pas de la confiance envers mon frère, je le savais. C'était la colère d'un homme puissant et humilié qui se retournait contre la première cible disponible. Le technicien, abasourdi, a reculé d'un pas, le visage décomposé. Dans ce bref instant, les rôles s'étaient inversés. L'expert certifié était devenu un spectateur inutile, et le gamin ignoré tenait soudainement toutes les cartes en main, même si personne ne comprenait encore le jeu auquel il jouait. Léo n'a pas semblé remarquer ce drame. Il était toujours dans sa bulle, concentré sur le problème. Il s'est relevé, a essuyé la poussière de ses genoux et s'est tourné vers mon grand-père, qui observait tout depuis le seuil de son ancienne loge de gardien silencieux mais attentif. « Papy, est-ce que tu as un petit tournevis plat ? Pas un cruciforme, un plat, assez fin. » Cette demande, si simple et si précise, a ajouté une nouvelle couche d'étrangeté à la scène. Au milieu de cette débauche de luxe,
de costumes sur mesure et de technologies de diagnostic à plusieurs milliers d'euros, la solution reposait peut-être sur l'outil le plus basique qui soit. Mon grand-père a hoché la tête, a disparu un instant, et est revenu avec un vieux tournevis aux manches en bois usé, sa pointe métallique brillante malgré les années. Il l'a tendu à Léo, un passage de flambeau silencieux et lourd de sens que seuls nous trois pouvions comprendre. Muni de son unique outil, Léo s'est approché de la portière. Il n'a pas hésité. Il s'est allongé sur le dos sur les graviers blancs et coûteux de l'allée et s'est glissé sous le tableau de bord. Sa petite taille, qui lui valait tant de mépris quelques minutes plus tôt, est devenue son plus grand atout. Là où le technicien corpulent n'aurait jamais pu se contorsionner, Léo s'est faufilé avec une aisance déconcertante. Les invités le regardaient, bouche bée. La scène était surréaliste. Un enfant de 10 ans, les pieds dépassant dessous la console d'une Rolls-Royce de collection, sous le regard médusé de l'élite française. J'ai retenu mon souffle. Toute la tension, toute l'humiliation et toute l'attente de cette dernière heure reposaient maintenant sur le bruit que ferait ce vieux tournevis contre une pièce de métal cachée. Le poids du mariage, l'honneur d'un homme et la fierté de mon petit frère se jouaient dans ce silence assourdissant. Pendant ce qui m'a semblé une éternité, il n'y a eu que le silence. Un silence total, si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Le seul bruit était le crissement occasionnel du gravier sous le corps de Léo et le tintement métallique, presque imperceptible, du tournevis contre une pièce inconnue. J'observais la scène, le cœur battant, à tout rompre. Toute cette opulence, ces robes de créateur, ce champagne qui perdait ses bulles dans des flûtes abandonnées, tout cela semblait absurde et dérisoire face à la vision de mon petit frère, les pieds sales dépassant dessous la carrosserie d'un monstre de luxe. Chaque seconde qui passait était une torture. J'avais une confiance aveugle en Léo, mais je sentais aussi le poids écrasant des regards sceptiques de toute cette assemblée, prêts à le condamner à la moindre erreur. L'espoir et la peur se livraient une bataille féroce dans ma poitrine. Le technicien, incapable de supporter cette situation qui bafouait son autorité, ne pouvait rester silencieux. Il s'est rapproché de l'organisatrice de mariage, dont le maquillage commençait à couler, et a commencé à murmurer assez fort pour que plusieurs personnes, y compris moi, l'entendent. « C'est une mascarade complète », sifflait-il, son visage empreint d'un mépris à peine voilé. « Il va endommager un faisceau, créer un court-circuit irréparable. Monsieur Lefebvre est en train de laisser un enfant détruire une pièce de musée par pur désespoir. On devrait l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. » Chaque mot était une petite flèche empoisonnée, destinée à semer le doute dans l'esprit déjà fragile du marié. Il ne cherchait pas à aider, il voulait juste avoir raison, même si cela signifiait assister à la ruine complète de cette journée. Son ego était bien plus important que la solution. Soudain, un bruit étouffé est venu de sous la voiture. Ce n'était pas un bruit mécanique de réparation, mais un petit grognement de frustration de Léo, suivi d'un léger cliquetis métallique, comme si le tournevis lui avait échappé des mains. Mon cœur s'est serré. Le visage de Monsieur Lefebvre, qui avait commencé à se détendre un peu, s'est immédiatement durci à nouveau. J'ai vu le doute s'emparer de lui. Le technicien a esquissé un sourire triomphant, un regard qui disait « Je vous l'avais bien dit ». L'espoir fragile, qui avait commencé à naître dans la cour, s'est évaporé en un instant, remplacé par une tension encore plus lourde qu'avant. L'idée que Léo puisse échouer, lui aussi, était soudainement devenue une possibilité réelle et terrifiante. J'ai senti une vague de protectionnisme m'envahir, l'envie de le sortir de là, de le protéger de cette humiliation publique imminente. C'est là qu'un souvenir m'est revenu en mémoire, une scène dans l'atelier de notre grand-père. Léo, qui avait alors à peine 8 ans, luttait pour remonter un vieux carburateur su. Frustré, il était sur le point de tout jeter par terre. Notre grand-père avait posé sa main sur son épaule et lui avait dit d'une voix calme « Une vieille mécanique, ce n'est pas un ennemi que tu dois battre, Léo. C'est une vieille dame têtue. Elle a ses secrets, ses douleurs. Tu ne la forces pas, tu l'écoutes. Tu dois comprendre où elle a mal avant de pouvoir la soigner. » Je me souviens de Léo se calmant, fermant les yeux un instant, puis reprenant son travail avec une patience nouvelle. En regardant ses pieds immobiles sous la Rolls-Royce, j'ai prié pour qu'il se souvienne de cette leçon, pour qu'il écoute la vieille dame anglaise. Comme pour répondre à ma prière silencieuse, la petite voix de Léo, un peu étouffée par la carrosserie, a brisé le silence. Mais il ne s'adressait ni à moi ni au millionnaire.
Sa question était dirigée vers le seuil de la loge, où notre grand-père se tenait toujours, immobile comme un chêne. « Papy, » m'a-t-il demandé, « tu te souviens de la Silver Cloud de M. Bernard? Celle qui avait l'alarme anglaise, celle qui coupait tout ?» Cette question, si spécifique et si technique, a eu l'effet d'une bombe. C'était la preuve qu'il ne tâtonnait pas au hasard. Il suivait une piste, il connectait ce problème à une expérience passée, un savoir-faire hérité qui n'existait dans aucun manuel moderne. Le technicien et M. Lefebvre se sont regardés, complètement perdus. Ils étaient exclus de cette conversation, témoins d'un langage qu'ils ne comprenaient pas. Notre grand-père n'a pas eu besoin de longs discours. Il a simplement hoché la tête lentement, un éclair de fierté intense traversant son visage, habituellement impassible. Il a fait un pas en avant, juste assez pour que Léo puisse le voir. Puis il a prononcé un seul mot, un mot qui a résonné dans la cour comme une clé ouvrant une serrure secrète, la masse. C'était tout. Pas d'explication, pas de jargon technique pour impressionner la galerie. Juste un mot. Un mot qui, pour Léo, contenait tout un univers de sens, un diagnostic complet et une solution. Cet échange minimaliste, cette transmission de savoir presque télépathique entre le vieil homme et l'enfant, était d'une puissance incroyable. C'était la victoire de l'expérience vécue sur la théorie apprise, la confirmation que le véritable génie se passe parfois de mots. Revigoré par cette confirmation, Léo s'est remis au travail. Les sons provenant de sous la voiture ont changé. Ce n'était plus le bruit d'une recherche hésitante, mais celui d'une action ciblée et précise. J'ai entendu un léger grattement, comme s'il nettoyait une surface métallique, puis le son très distinct d'une vis qu'on resserre. Un tour, 2 tours, puis un clic, franc et net, complètement différent de celui qu'il avait décrit plus tôt. Ce n'était pas un bruit de panne, mais un bruit de connexion, de rétablissement. Et après ce clic, un silence absolu est retombé. Un silence encore plus profond et plus lourd que tous les précédents. Ce n'était plus le silence de l'échec ou de l'attente, mais le silence qui précède le verdict. Tout le monde a retenu son souffle, les yeux rivés sur la portière ouverte de la Rolls-Royce. L'instant de vérité était arrivé. Lentement, Léo a commencé à glisser hors-dessous le tableau de bord, se relevant sur ses genoux. Son visage était couvert de poussière, une petite traînée de graisse barrait sa joue, mais ses yeux étaient clairs et étonnamment calmes. Il n'a rien dit. Il a simplement regardé la voiture, puis M. Lefebvre, avec une expression neutre, presque professionnelle. Ce silence était pire que tout. Personne n'osait respirer. Les invités étaient figés, les verres de champagne à moitié vides dans leurs mains. Le technicien croisait les bras, un rictus de scepticisme sur les lèvres, attendant la confirmation de son propre jugement. Toute cette foule riche et puissante, tous ces experts et ces planificateurs, retenaient leur souffle, leur regard suspendu à la décision d'un enfant de 10 ans qui venait de finir de jouer avec un tournevis sous une voiture de luxe. Mais il ne s'est pas relevé tout de suite pour crier victoire. Au lieu de ça, il a fait quelque chose d'inattendu. Il a tendu la main et avec une douceur infinie, il a caressé le bois précieux du tableau de bord comme pour rassurer la vieille machine. C'était un geste intime, un geste que notre grand-père lui avait appris, un geste de respect. Pour lui, ce n'était pas juste un amas de métal et de fils, c'était une entité avec une histoire, une âme. Ce petit contact silencieux en disait plus long que n'importe quel discours. Il montrait qu'il n'avait pas simplement appliqué une solution technique, mais qu'il avait compris le problème à un niveau plus profond. Il avait écouté la vieille dame, comme le disait Papy, et maintenant, il attendait qu'elle soit prête à lui répondre. Le technicien, voyant que personne ne bougeait, a senti son moment venir. Il ne pouvait plus supporter cette scène qui tournait son expertise en ridicule. Il a fait un pas en avant, sa voix brisant le silence comme un verre qui se brise. « Monsieur Lefebvre, soyons sérieux 1 minute. C'est du théâtre. » Il a resserré une vis au hasard. Un clic ne signifiait rien. Vous allez tourner cette clé, le moteur va tousser comme avant et nous aurons perdu un temps précieux que nous n'avons pas. La mariée attend. Permettez-moi d'appeler le service de remorquage. C'est la seule solution logique et professionnelle. Il parlait avec l'assurance de celui qui croit détenir la vérité, mais son regard trahissait une pointe de panique. Il jouait sa dernière carte pour sauver la face. Monsieur Lefebvre a tourné la tête, son regard passant du technicien rouge de colère au visage calme de mon frère. Pendant un long instant, personne ne pouvait deviner ce qu'il allait faire. La logique, son statut, son éducation, tout devait lui crier d'écouter l'expert en costume. Mais l'expert avait échoué.
Son savoir certifié n'avait servi à rien. Il a regardé Léo non plus comme un enfant, mais comme un mystère. Il n'y avait pas de fierté dans les yeux de mon frère, juste une certitude tranquille. Finalement, Monsieur Lefebvre a fait un geste de la main en direction du technicien. Un geste bref et méprisant qui signifiait « c'est terminé ». Puis, il s'est tourné vers Léo et a dit, d'une voix qui n'était plus paniquée mais étrangement humble, « D'accord. Qu'est-ce que je fais maintenant ?» Ce n'est pas à son témoin qu'il a fait signe cette fois. Lentement, avec la solennité d'un homme marchant vers son destin, Monsieur Lefebvre a contourné le capot de la Rolls-Royce. Chaque pas sur le gravier semblait résonner dans le silence de la cour. Les invités se sont écartés pour le laisser passer, formant une sorte de haie d'honneur silencieuse et improvisée. Il a ouvert la lourde portière et s'est glissé derrière le volant. Il a posé ses mains sur le grand volant en bakélite, ses doigts effleurant les commandes. Pendant un instant, il a fermé les yeux, comme pour rassembler ses esprits. Ce n'était plus seulement une question de voiture. C'était un acte de foi, un pari absurde contre toutes les probabilités, basé sur l'intuition d'un gamin que personne ne connaissait une heure plus tôt. Alors que Monsieur Lefebvre s'installait sur le siège en cuir, Léo s'est approché de la portière ouverte. Il n'a pas levé la voix. Il s'est penché légèrement et a dit, si bas que seul le marié a pu l'entendre. Ne la forcez pas. Tournez la clé doucement, sans appuyer sur l'accélérateur. Laissez-la se réveiller. C'était plus qu'une instruction technique. C'était un conseil d'ami, un secret partagé entre celui qui comprend la machine et celui qui doit lui faire confiance. Monsieur Lefebvre a levé les yeux vers Léo, et pour la première fois, j'ai vu quelque chose d'autre que du désespoir ou de l'arrogance dans son regard. C'était de la pure et simple confiance. Il a hoché la tête une seule fois, un accord silencieux entre deux mondes qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Un silence de cathédrale s'est abattu sur la cour. Le monde entier semblait s'être arrêté. La main de Monsieur Lefebvre, qui avait tremblé de rage et de frustration un peu plus tôt, était maintenant parfaitement stable. Il a inséré la clé en laiton dans le contact. J'ai vu son torse se soulever dans une profonde inspiration. Son regard était fixé droit devant, à travers le pare-brise, vers l'allée qui devait le mener à son avenir. Il a jeté un dernier coup d'œil à Léo qui se tenait à côté de lui, immobile, les mains dans le dos. Léo a simplement fait un léger signe de tête. Lentement, millimètre par millimètre, les doigts de Monsieur Lefebvre ont commencé à tourner la clé. Le destin de ce mariage, l'honneur de sa famille et la reconnaissance du talent de mon petit frère reposaient sur le son qui allait suivre. Le bruit de la clé en laiton tournant dans le contact a semblé durer une minute entière. C'était un son métallique, sec, qui a coupé le souffle de tout le monde. Chaque invité, chaque serveur, même les oiseaux dans les arbres semblaient s'être tus. J'ai vu la mâchoire du technicien se crisper, son corps tendu comme une corde, espérant, priant presque pour l'échec. Il voulait tellement avoir raison. Mon regard est allé de son visage haineux à celui de mon frère. Léo, lui, était d'un calme olympien. Il ne regardait pas la clé, ni le marié. Il regardait le long capot de la voiture, comme s'il communiquait avec elle, lui donnant la permission de se réveiller. Toute la cour d'honneur du château, tout ce luxe, toute cette tension, tout était suspendu à ce minuscule mouvement du poignet de Monsieur Lefebvre. Et puis il n'y a pas eu de tout, pas de gémissement, pas de lutte. Il y a eu une explosion, un rugissement rauque et puissant, le son glorieux d'un V8 de 6 litres écart qui s'éveille d'un seul coup, sans la moindre hésitation. Le son a frappé la façade du château et est revenu en écho. Une vague sonore qui a fait vibrer les verres de champagne sur les plateaux. Le sol a légèrement tremblé sous nos pieds. Immédiatement après ce rugissement initial, le moteur s'est stabilisé dans ce ronronnement si particulier au Rolls-Royce. Un murmure profond, régulier et presque silencieux. C'était le son de la perfection mécanique. Un son que personne ici, à part Léo et mon grand-père, ne pensait entendre à nouveau ce jour-là. Le contraste avec les tentatives pathétiques d'avant était si violent que c'en était presque comique. Un silence de mort est tombé sur la foule. Un silence encore plus lourd que celui de l'attente, car c'était le silence de l'incrédulité la plus totale. Personne n'a applaudi, personne n'a crié. Les gens étaient figés sur place, les yeux écarquillés, la bouche entr'ouverte. J'ai regardé le technicien. Son visage avait perdu toute couleur. Sa mâchoire pendait littéralement. Ses yeux fixaient le capot de la voiture comme s'il venait de voir un fantôme. Toute son arrogance, toute sa suffisance s'était évaporée,
laissant place à un masque de pure humiliation. L'organisatrice du mariage avait les 2 mains plaquées sur sa bouche, ses yeux remplis de larmes, mais cette fois c'étaient des larmes de soulagement et de stupéfaction. Le monde s'était arrêté de tourner, et au centre de cet univers, il y avait mon petit frère de 10 ans. Monsieur Lefebvre, lui, n'a pas bougé. Il est resté assis, derrière le volant, les mains agrippées au cercle de bakélite, le regard perdu à travers le pare-brise. Il écoutait le ronronnement du moteur, comme si c'était la plus belle musique du monde. J'ai vu ses épaules, si tendues quelques minutes auparavant, s'affaisser complètement. Une vague d'émotion a traversé son visage. D'abord, le choc pur, puis un soulagement si intense qu'il ressemblait à de la douleur. Et finalement, une lente prise de conscience. Il a baissé la tête, et j'ai vu une larme. Une seule, roulée sur sa joue et tombée sur le cuir impeccable de son pantalon. Ce n'était pas seulement une voiture qui venait de démarrer. C'était son mariage, son honneur, l'hommage à son père, tout ce qui s'était effondré qui venait d'être reconstruit par les mains sales d'un enfant. Léo, lui, n'a pas savouré sa victoire. Il n'a pas souri, il n'a pas bombé le torse. Il a simplement fait un léger signe de tête, comme si ce résultat était une évidence, la seule conclusion logique à son diagnostic. Il a sorti un vieux chiffon de sa poche arrière et a commencé à essuyer méthodiquement le tournevis de mon grand-père avant de se tourner pour le lui rendre. Son regard a croisé celui de notre grand-père qui se tenait toujours près de la loge. Aucun mot n'a été échangé, mais tout était là. La fierté immense dans les yeux du vieil homme, la reconnaissance silencieuse, la transmission d'un savoir qui n'a pas de prix et qui ne s'apprend dans aucune école. C'était leur moment, un instant de connexion pure et parfaite, invisible pour la plupart des gens présents, mais qui pour moi valait tout l'or du monde. C'est une femme, une invitée en robe de soie, qui a brisé le charme. Elle a laissé échapper un petit rire nerveux, un son de pur étonnement, et a commencé à applaudir. D'abord timidement, puis avec plus de force. Un homme à côté d'elle a suivi, puis un autre, et en quelques secondes, toute la cour a explosé en une ovation assourdissante. Mais les applaudissements n'étaient pas pour le marié. Ils n'étaient pas pour la voiture. Tous les regards, tous les sourires, toute cette vague d'admiration et de respect soudain étaient dirigés vers Léo. Mon petit frère, qui quelques minutes plus tôt était un fantôme, une nuisance, était maintenant le héros du jour, baignant dans une lumière qu'il n'avait jamais cherchée. Il a semblé un peu gêné, reculant d'un pas, presque submergé par cette attention soudaine. Le seul qui n'applaudissait pas était le technicien. Le son de l'ovation a semblé le ramener à la réalité. Une réalité insupportable pour lui. Son visage, auparavant blême, s'est empourpré de rage et de honte. Il a jeté un dernier regard noir à Léo, un regard rempli d'un venin impuissant. Puis, sans un mot, il a tourné les talons. Il n'a pas essayé de s'excuser ni de comprendre. Il a juste fui. Il s'est frayé un chemin à travers la foule qui l'ignorait complètement, son costume coûteux et son assurance professionnelle réduits en cendres. Sa retraite n'était pas discrète, c'était la marche de la honte d'un homme dont le savoir certifié venait d'être anéanti par l'intuition et un vieux tournevis. Il a disparu derrière le coin du château, effacé de l'histoire, un fantôme de sa propre arrogance. Monsieur Lefebvre a coupé le moteur. Le silence qui est retombé sur la cour était différent. Ce n'était plus un silence de tension, mais un silence de respect. Lentement, il est sorti de la voiture. Ses mouvements n'étaient plus ceux d'un homme pressé et paniqué, mais ceux d'un homme qui venait de traverser une épreuve et en sortait changé. Il a ignoré tous les invités, l'organisatrice qui pleurait de joie et a marché droit vers mon frère. Le gravier crissait sous ses chaussures italiennes coûteuses, chaque pas le rapprochant de ce gamin qui venait de lui donner une leçon d'humilité inoubliable. Il s'est arrêté juste devant Léo, et pour la première fois, j'ai vu cet homme puissant, cet homme qui commandait des empires, regarder mon petit frère, non pas de haut, mais avec une admiration et une gratitude pure, presque déconcertante. Il ne lui a pas parlé tout de suite. Il s'est accroupi, mettant son visage au même niveau que celui de Léo, un geste qui a stupéfié toute l'assemblée. Le millionnaire en costume impeccable, à genoux sur le gravier devant le petit-fils du gardien. Il a simplement regardé Léo pendant un long moment, puis il a tendu la main. « Merci », a-t-il dit, sa voix rauque d'émotion. Simplement, merci. Léo, un peu intimidé, a essuyé sa main sur son pantalon avant de la serrer.
Cette poignée de main entre la main manucurée de l'homme d'affaires et la petite main encore tachée de graisse de l'enfant était un tableau vivant. C'était la reconnaissance, l'acceptation, la fin d'un mépris et le début d'un respect immense. Tu as sauvé bien plus qu'une voiture aujourd'hui, jeune homme. Tu as sauvé mon mariage. Tu as sauvé mon honneur. Avec la tension dissipée, la journée a pu enfin reprendre son cours. La mariée, Éléonore, est descendue des escaliers du château, son visage rayonnant de soulagement et d'émerveillement, en voyant la Rolls-Royce ronronner doucement. Arnaud lui a pris la main, l'a aidé à monter dans la voiture et s'est réinstallé derrière le volant. La portière s'est refermée avec un bruit sourd et rassurant. Quand la voiture s'est mise en route, glissant majestueusement sur l'allée pour se diriger vers la petite église du village, ce n'était plus un simple trajet, c'était une procession triomphale. Les invités, libérés de leur anxiété, ont éclaté de joie, applaudissant le couple qui partait, mais je savais au fond que leurs applaudissements étaient aussi pour le petit garçon qui se tenait à côté de moi, regardant la voiture s'éloigner avec une satisfaction tranquille. Plus tard, pendant la réception, alors que le champagne coulait à flots, M. Lefebvre a pris le micro pour un discours. Après les remerciements d'usage, il a marqué une pause. « Aujourd'hui, j'ai failli tout perdre à cause de mon orgueil », a-t-il commencé, sa voix résonnant dans le silence attentif. Il a raconté l'histoire de la panne, sans rien cacher de sa propre panique et du mépris qu'il avait initialement ressenti. Et puis, un jeune garçon m'a rappelé que la valeur d'une personne ne se mesure pas à sa taille ou à son statut, mais à la confiance tranquille de son savoir-faire. C'est alors qu'il a fait son annonce. Pour honorer ce moment, il créait la Bourse d'Excellence. Lefebvre, un fonds destiné à financer intégralement toutes les études supérieures de Léo, quelle que soit la voie qu'il choisirait. La salle a explosé d'applaudissements, sincères cette fois. Mais le plus beau cadeau n'était pas l'argent. Plus tard dans la soirée, alors que la fête battait son plein, Arnaud Lefebvre nous a trouvés, moi, Léo et notre grand-père, un peu à l'écart. Il tenait une vieille boîte en bois magnifiquement travaillée. Il l'a ouverte devant Léo. À l'intérieur, il y avait un jeu complet d'outils anciens, des pièces de collection d'une qualité exceptionnelle, le genre d'outils que notre grand-père vénérait. « Ceux-ci sont pour toi », a-t-il dit à Léo. « Mais ce n'est pas tout. À partir d'aujourd'hui, tu as un accès à vie à toute ma collection de voitures, pas comme un invité mais comme mon consultant personnel. Quand j'aurai un problème, c'est toi que j'appellerai, pas un expert en costume. » C'était la reconnaissance ultime, le respect du talent à l'état pur. Ce jour-là a tout changé. Léo n'était plus seulement le petit-fils du gardien. Dans le domaine et les environs, il est devenu une sorte de légende discrète. Mais au fond, il est resté le même. La bourse a sécurisé son avenir, les outils sont devenus ses trésors, mais il est resté ce garçon calme qui préférait l'odeur de l'huile de moteur au bruit des cours de récréation. La différence, c'est que son monde s'était agrandi. Il n'était plus invisible. Les gens le regardaient avec respect. Et pour moi, pour notre famille, ce fut une leçon gravée à jamais. L'arrogance peut construire des murs très hauts, mais il n'y a aucun mur assez solide pour arrêter un talent véritable, patient et humble. La vie avait trouvé un moyen de rendre justice, d'une manière que personne n'aurait jamais pu prévoir. Les années qui ont suivi cet incroyable mariage n'ont pas simplement changé la trajectoire de la vie de Léo, elles ont redéfini la nôtre. La bourse d'excellence n'était que la partie visible de l'iceberg. Le véritable cadeau d'Arnaud Lefebvre fut son mentorat. Il a tenu sa promesse. Léo a passé d'innombrables week-ends et vacances dans les garages de M. Lefebvre, non pas comme un employé, mais comme un partenaire de réflexion. Il n'a pas seulement appris la mécanique de voitures encore plus rares, il a appris la confiance, l'art de la négociation, la valeur de son propre savoir. Il a grandi, en sachant que ses mains, autrefois une source de mépris, étaient en réalité son plus grand capital. Et Arnaud, de son côté, a appris une humilité qu'aucun de ses succès en affaires n'aurait pu lui enseigner. Leur relation, née d'une panne et d'un tournevis, est devenue un lien indéfectible. Pour notre grand-père, ce jour-là fut la plus belle des revanches. Pas une revanche amère, mais une douce et silencieuse validation de toute une vie passée dans l'ombre, les mains dans le cambouis, à comprendre des machines que le monde moderne commençait à oublier. Il n'a jamais été un homme de grands discours, mais dans les années qui ont suivi, j'ai vu une nouvelle lumière dans ses yeux chaque fois qu'il regardait Léo. Il le voyait discuter de schémas complexes avec des ingénieurs
ou expliquer un diagnostic à des collectionneurs fortunés avec une assurance tranquille. C'était la confirmation que son héritage, ce savoir-faire précieux et intangible, n'allait pas mourir avec lui. Il l'avait transmis, et cet héritage était désormais respecté, valorisé, et entre les meilleures mains possibles. Il est parti quelques années plus tard, en paix, sachant que la flamme brûlait toujours. Je crois que la plus grande leçon de cette histoire, celle que je porte en moi chaque jour, c'est que le monde fait beaucoup de bruit autour des apparences. Il crie les mérites des diplômes, du statut, de l'argent, des costumes bien coupés. Mais la véritable compétence, le talent pur, travaille souvent en silence. Il n'a pas besoin d'applaudissements pour exister. Il est patient, observateur, et il attend son heure. Ce jour-là, dans la cour de ce château, le bruit assourdissant de la panique, de l'arrogance et du luxe a été réduit au silence par le murmure d'un diagnostic correct et le simple bruit d'un tournevis qui resserre une vis. Le talent n'a pas besoin de crier pour se faire entendre. Tôt ou tard, la réalité se charge de faire taire le bruit pour laisser place à la vérité. L'autre jour, je suis passé voir Léo dans le garage qu'il a ouvert. Ce n'est pas un grand garage. Tape à l'œil, mais c'est un sanctuaire pour voitures anciennes. Arnaud Lefebvre lui a confié la restauration de sa pièce la plus précieuse, une Bugatti Type 57 Atlantique. En entrant, j'ai vu Léo, maintenant un jeune homme, penché sur le moteur, les mains sales comme toujours. Il ne m'a pas entendu arriver, complètement absorbé. Il y avait la même concentration intense sur son visage que ce jour-là, sous la Rolls-Royce. Il n'y avait plus de foule pour le regarder, plus de drame, juste lui et la machine. Et j'ai compris que le véritable triomphe de Léo n'était pas la reconnaissance publique, mais sa capacité à rester fidèle à ce qu'il est, un garçon qui écoute les secrets que les moteurs lui murmurent, loin du bruit et de la fureur du monde. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message de confiance en soi, quelqu'un qui se sent peut-être sous-estimé ou invisible, s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec cette personne. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires sur la façon de trouver son propre chemin, même lorsque ce n'est pas celui que les autres attendent de vous. Merci de m'avoir écouté.